Bien, bonjour à tous. Alors j'ai la lourde tâche de passer après Marc. C'est pas toujours facile d'assumer la suite, mais je vais être un petit peu moins rentre dedans. Juste vous dire que le but de cette table ronde, c'est pas forcément d'arriver à résoudre tous les problèmes. C'est peut-être, si on arrivait à, comme ça a été dit en introduction ce matin, d'arriver à une sorte de feuille de route, marche à suivre, pour lever quelques obstacles qui peut être réglementaire, culturel, ainsi de suite, pour passer à l'action sur le confortement. C'est un peu le but de ce brainstorming. Donc là, dans cette idée-là, d'abord, je voudrais reprendre pour mémoire 2 questions qui ont été posées ce matin, à qui on a dit qu'on en parlerait ce soir, qu'on les ait un petit peu en mémoire. Donc la question de Raymond Avrier qui posait la question sur Grenoble des bâtiments spéciaux, CHU, hôtel de police, 10 et ainsi de suite. Vous voyez. Donc je pense que là, on est rentré un petit peu plus sur ce domaine-là, et il y aura peut-être des réponses à apporter. Et puis également, mettre ça en rapport à l'intervention de Robert Marie, qui disait que au niveau du PLUI, il y avait, la commission avait pointé le besoin de développer le thème séisme, le microzonage, ainsi de suite. Donc je pense qu'on est un peu plus sur ce terrain-là cet après-midi. Au titre du pôle alpin risque naturel, alors que tous vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est une association qui regroupe des centres de recherche et des universités, du centre de Grenoble, Chambéry, de Lyon, et puis des services d'EDF et de Météo France. Je voudrais juste, un petit éclairage personnel, vous dire que dans notre expérience maintenant de 30 ans d'accompagnement des risques naturels et de leur gestion sur les Alpes, des risques naturels en montagne, hein, il n'y a pas tous les risques, mais on a déjà observé des stratégies de dépassement de comportement de certains obstacles du même type, c'est-à-dire l'inadaptation de certains règlements ou l'incapacité de certains acteurs à appliquer ces règlements. Donc je vais vous en citer quelques-uns qui peuvent juste ouvrir un petit peu la gamme de ce qui est possible. Il y a des stratégies qui travaillent sur la gouvernance et le fléchage de moyens. Ça, c'est important, parce qu'on a vu que des fois, c'est les moyens qui manquent. Donc, ça, vous pouvez regarder sur le site du Parn. Il y a un réseau de sites dans les Alpes. Ce sont des communautés de communes ou des parcs naturels régionaux qui sont des territoires alpins de gestion intégrée des risques naturels. Ce sont des territoires qui sont volontaires pour faire un audit. C'est un contrat de territoire avec des financeurs, en fait. Faire un audit de leur vulnérabilité et de leurs risques et s'engager dans une logique d'amélioration. Et donc, ça veut dire bien sûr faire ce qu'il doit faire réglementairement, mais faire aussi de l'art réglementaire, faire de l'intelligence collective, de la coordination et ainsi de suite, de la transversalité. Donc ça, c'est un type de réponse. Il y a des problèmes où les documents techniques et réglementaires, ceux-là, ne sont pas adaptés ou pas existants, parce que les réalités dans les Alpes ne sont pas les mêmes qu'en plaine, et que la France est avant tout un pays de plaine. Et par exemple, on prend le risque inondation, il y a des PPR, il y a des guides méthodologiques sur les inondations qui s'appliquent pas tels que sur les torrents, qui sont beaucoup plus brutaux, avec d'autres manifestations, d'autres temporalités. Et donc là, ça prend des années. Philippe, tout à l'heure, tu parlais de la temporalité des réponses. Là, actuellement, on attend la sortie du guide PPR, pour les événements torrentiels, le travail est fini, il devrait être validé par le ministère. J'espère qu'on l'aura à l'automne prochain. Vous voyez qu'il ne faut pas non plus désespérer. Par contre, la temporalité n'est pas forcément celle que tous les acteurs souhaiteraient, mais voilà, ça fait partie des choses. Ici, sur Grenoble, j'en discutais avec les collègues de la métropole. Il y a aussi, dans le cadre de l'inondation, des adaptations réglementaires qui ont été obtenues dans le cadre du DRAC pour pouvoir intervenir sur le bâti existant en zone à enjeu. Donc ça, vous pourrez leur demander des éléments de précision si vous voulez. Donc ça veut dire que même dans des cadres réglementaires très contraints, en France, on arrive parfois à avoir des améliorations, des adaptations locales. On peut aussi noter, dans le thème des avalanches, la gestion locale du risque avalanche, il y avait eu une sollicitation par la présidente de l'ANEM, l'association des élus de montagne, aux assises du risque national, des risques naturels, des assises nationales organisées par le ministère en 2015, qui avait dit, alors là, je vais prendre des mots pas très châtiés, mais qui avait dit, écoutez, c'est le bordel complet, il n'y a pas d'homogénéité, ça coûte trop cher, on ne sait pas comment ça marche et tout ça. Donc il y a eu une mission, une enquête, ainsi de suite, qu'on a partagée avec l'ANENA. Il y a eu un séminaire
manière de rendu. Et finalement, l'action d'amélioration, c'est il faut faire un guide technique, méthodologique, pour que les donneurs d'ordre puissent s'appuyer dessus pour passer leur cahier des charges. C'était juste un document, un référentiel technique partagé dont ils avaient besoin. Donc on a mis les acteurs de la filière ensemble, et malgré leurs antagonismes historiques et leur compétition interne, ils ont réussi à pondre un guide méthodologique adaptable pour que les donneurs d'ordre puissent faire des cahiers des charges qui tiennent la route. Vous voyez que c'est des fois des petites choses, mais on peut réagir par rapport à ça. Il y a des fois, par contre, où c'est l'action politique et, j'allais dire, directe des élus. Je vais vous citer la démarche actuelle des élus du 05, donc dans les Hautes-Alpes, qui écrivent une lettre à qui de droit, les plus hautes instances nationales, pour dire que, écoutez, dans le cadre de la GEMAPI, vous êtes bien gentils, mais nous, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que des communes, des territoires de montagne avec quelques centaines ou quelques milliers d'habitants, avec une taxe GEMAPI adossée sur ce potentiel fiscal-là, ne peuvent pas financer par 40 centimes par habitant, financer des digues, financer des ouvrages, tout ça, sachant qu'en plus, ils sont la zone de récréation des métropoles de la région et d'ailleurs, donc il faut qu'ils assument à une échelle qui est sans commune mesure avec leurs habitants. Donc là, il y a une démarche politique pour dire, attendez, le règlement... Oui, on est en République, mais on ne peut pas l'adapter. On ne peut juste pas. Donc, comment on fait? Donc, vous voyez que là, il n'y a pas encore la réponse, mais on a un peu tout le panel des situations sur lesquelles on bute là sur l'idée du confortement sismique, avec des stratégies de confortement qui sont abouties ou pas. Et j'allais dire, quelque part, je voulais ouvrir la boîte de Pandore. Allez-y, lâchez-vous. Il faut imaginer des stratégies. Il faut être optimiste aussi. Ça peut évoluer, même réglementairement, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est les premiers pas, comment faire, comment on avance. Et puis, voilà, mettre en route une dynamique. Alors, j'ai beaucoup parlé, maintenant je vais juste passer la parole. Ça marche. Il est allumé. Ouais. Si quelqu'un dans la table, Marc, Frédéric. Si vous voulez, je vais lancer le débat, comme ça, ce sera plus facile. Donc, Frédéric Chaptal de la DDT. Effectivement, moi, j'ai assisté il y a 2 ans à la présentation que vous aviez faite à l'initiative de Grenoble et de l'IRMA, et échangé après avec Emmanuel Roued à la fin de la réunion. Et effectivement, on s'est dit, ce chantier du risque sismique, on l'a sans doute pas assez ouvert d'un point de vue institutionnel, hein, sur le bassin grenoblois, alors qu'on bénéficie d'une comité scientifique qui s'est saisie de ces sujets-là depuis très longtemps, que les connaissances fourmillent. Et finalement, comment est-ce qu'on arrive à passer de ces connaissances à une traduction opérationnelle? Et puis ce qu'on a aussi entendu à ce moment-là, et puis dans les groupes de travail qu'on a eu depuis avec la ville de Grenoble et la FPS, c'est le chantier peut apparaître titanesque, mais on peut aussi conduire des stratégies des petits pas pour prioriser, et il faut faire attention à bien cibler les secteurs sur lesquels on va faire des études pour pas se noyer. Donc c'est ce qu'on a essayé, du coup c'est ce vers quoi on s'est plutôt orienté. Alors d'une part en sollicitant la FPS pour essayer de faire le tri dans les actions sismiques, quelles étaient les actions d'urgence à entreprendre, et c'était plutôt pour préparer la crise que pour faire de la prévention, en se disant finalement quels sont les axes prioritaires qu'il faut qu'on aille creuser un peu. Et donc on a nous identifié les itinéraires, le déplacement, les itinéraires de secours. Alors pourquoi on s'est consacré là-dessus en priorité? Parce que quand on regarde Grenoble sur une carte, on a le siège du SDIS d'un côté du Drac, des ponts, la presqu'île, Grenoble, le CHU de l'autre côté de l'Isère, des ponts, et puis la Rocade Sud, qui finalement c'est une rivière à franchir, avec pareil, l'hôpital Sud. Et donc du coup, comment est-ce qu'on arrive à organiser les secours dans un contexte qui est comme celui-là, avec des ouvrages d'art qui sont sans doute vulnérables, et où on est obligé d'avoir à les franchir forcément quand on doit organiser les secours. Et quand on doit organiser aussi les mouvements de population, parce que si les bâtiments s'effondrent, comme sur les images qu'on a vues tout à l'heure, forcément, il faut aller les loger ailleurs. Et donc ça, pour nous, c'est un des chantiers prioritaires qu'on a identifiés et pour lequel on est en train de travailler avec le CEREMA sur la base du retour d'expérience de ce qui a été fait à Nice, voilà, sur des méthodes qui ont été
éprouvées en PACA. Il y a un autre volet qui est ressorti des discussions qu'on a eues dans le groupe de travail animé par la ville de Grenoble, qui ressortait des échanges qu'on avait vus avec vous, qui était finalement, si on doit se lancer sur des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments à dire d'experts, on a besoin d'avoir une connaissance, de partager la connaissance au travers une connaissance plus fine de la classe de sol ou d'un microzonage. Voilà. Enfin, du coup, ça va être le débat d'experts avec les scientifiques pour savoir quel chantier on doit mener. Est-ce que c'est plutôt travailler sur les classes de sol et les rendre plus transparentes que sur un microzonage? Et on est en train de regarder avec eux. Mais du coup, c'est un chantier qu'on va ouvrir sur toute l'année 2022 et qui pourrait se poursuivre, pourquoi pas, sur des travaux un peu plus conséquents sur vraiment la cuvette grenobloise et la manière dont on peut l'apprécier en 3 dimensions. Et du coup, il y a un troisième volet qu'on voulait, nous, essayer d'aborder, qui est plutôt le volet hébergement de secours, en se disant, enfin, voilà, qui fait plutôt écho à la table ronde de ce matin sur la gestion de crise, mais qui est finalement, s'il se passe quelque chose sur le bassin grenoblois, d'après les études qu'on a eues, qui ont été réalisées par le BRGM, on est persuadé qu'on aura énormément de sans-abri, sans décompter les victimes, et qu'on devra quand même essayer de proposer des offres d'hébergement de secours assez longues. Et on voit bien que le retour d'expérience du TEI ce matin, c'est pas sur 2 jours, 3 jours, c'est sur des périodes qui sont un peu plus conséquentes. Et donc comment est-ce qu'on essaye d'anticiper sur la localisation à proximité de la métropole, mais dans des secteurs sur lesquels on ne sera pas soumis à des aléas rocheux, sur lesquels du coup on peut essayer de drainer à la fois la rive gauche du Drac, la presqu'île, la rive droite de l'Isère. Donc ça, c'est des éléments qu'on va essayer de travailler aussi sur les années à venir. Voilà, du coup, juste pour initier les débats. Là, c'est une sorte de feuille de route institutionnelle, donc au niveau État, et partagée avec des acteurs locaux, qui touchent donc à différents axes d'orientation. Quelque part, à part peut-être dans le microzonage, où on peut imaginer que le microzonage est aussi utile pour des études spécifiques sur un bâtiment existant. Voilà. Donc on reste dans un cadre structurant, ainsi de suite, mais qui ne traite pas du coup, disons, le nœud de ce problème-là qui a été identifié, de est-ce qu'on agit sur les bâtiments existants, tout ça. Donc on reste quand même dans un contexte, j'allais dire, structurant, d'infrastructure, ainsi de suite, et de gestion de crise, mais sans vraiment adresser ce nœud-là, où je me trompe. C'est-à-dire que du coup, sur ce volet-là bâtimentaire, il y a le patrimoine des bâtiments de l'État, mais qui n'est pas forcément le patrimoine le plus important. Et puis après, il y a le patrimoine des communes. Et ça, c'est comme l'a rappelé Nathalie tout à l'heure, là on se positionne plutôt en accompagnement, c'est-à-dire du coup, c'est arriver à financer les études pour que du coup, pour les communes, ce soit un investissement temps important, mais un investissement financier moins important. Et ça, je pense que le séisme du Teil, il aussi a sans doute contribué à faire bouger un peu les choses en France métropolitaine, parce qu'aujourd'hui, on avait le plan séisme anti sur lequel on finance plein de choses sur les réductions de vulnérabilité, sur les bâtiments de gestion de crise, les bâtiments des collectivités, mais par contre, pas du tout en France métropolitaine. Et ça, c'est des choses qui commencent à évoluer un petit peu, et en fait, en général, dans la bascule des études aux travaux, ce qui pose problème, c'est le coût, et donc le financement. Et surtout quand on est sur des travaux quand on est sur des financements qui ne permettent pas d'aller jusqu'à la mise aux normes. Et ça, c'est des choses qui sont, je pense, en train d'évoluer un peu. S'il y a des questions dans la salle, ouais. Philippe, faut que tu prennes un micro. Oui, justement sur renforcement, puisque là on l'a vu avec la présentation de Pierino, mais également sur des exemples italiens présentés par Marc.
Finalement, il y a du renforcement de bon sens qui pourrait être effectué sur des travaux pas très chers, qui sortent d'un cadre réglementaire, finalement, et qui, je m'engage peut-être un peu, mais qui ne nécessiterait pas énormément d'études. Donc l'argent des études pourrait être basculé au niveau travaux rapidement. Est-ce que ça, ce sont des choses qui sont possibles sur des bâtiments stratégiques ou des bâtiments publics? Ça, je ne sais pas. C'est une question un peu naïve. Ça marche? Oui. Non, je pense que c'est assez simple quand on se débarrasse du cadre réglementaire. Non, mais on s'en débarrasse très très vite parce que de toute façon, il ne vous impose rien. Donc n'en parlons plus. Une mise aux normes, ça n'a aucun sens. Enfin, une mise aux normes, ça a du sens quand vous êtes dans le génie nucléaire ou post-Fukushima, on rehausse les seuils de résistance des bâtiments. Alors dans ce cas-là, on fait de la mise aux normes. Mais cette mise aux normes, c'est colossal. On recalcule totalement les bâtiments, on fait des sondages, on reprend les aciers, on refait un tout, ça a un coût faramineux. Mais le ticket, c'est que la centrale nucléaire peut continuer à fonctionner, sinon elle est fermée par l'IRSN. Ça marche bien pour le génie nucléaire, avec des exigences. Donc là, dans le génie nucléaire, on fait de la mise aux normes. Bien ou mal, c'est pas mon sujet. Mais là, on est dans un cadre réglementaire. Mais sincèrement, vous avez une école, parlons simplement, pragmatiquement, que vous ravalez, la mise aux normes n'a aucun sens. Enfin, si vous voulez, et tous les bureaux d'études, ils vous disent normes Eurocode 8, pas applicable, ok ? Pas applicable. Parce que si vous leur demandez une mise aux normes conforme à l'Eurocode 8, vous commencez par refaire toutes les fondations et à faire des long greens pour que toutes les fondations se tiennent. Vous rasez l'immeuble, ça ira aussi vite. Enfin, franchement, donc la mise aux normes et la conformité réglementaire, vous pouvez l'oublier. Et c'est finalement très bien qu'il n'y ait aucune obligation. Il ne vous reste plus que l'intelligence et le bon sens. Et l'intelligence et le bon sens, c'est de se dire, on va améliorer des marches suisses. On essaie de régler les châteaux de cartes. Et vous, 25%, c'est le château de cartes. Il y a beaucoup d'écoles, Grenoble, enfin, Échirol, machin, je ne veux pas que les gens prennent ça pour des attaques personnelles, surtout pas. Il y a beaucoup de bâtiments construits dans la période, disons, 50-60, on peut estimer que c'est des châteaux de cartes. C'est tout simple. Bon, mais pour que ça ne soit pas un château de cartes, c'est pas très difficile de faire que ça ne s'effondre pas totalement. Il ne faut pas faire énormément de renforcement, mais si vous posez à un bureau d'études une demande de conformité, il va partir en courant, le gars. Je vous donne un exemple, mais qui est une vraie caricature. Je suis intervenu sur un bâtiment pour la commune de C. Ce bâtiment avait brûlé. Il s'appelait La Savoyarde et il avait eu un incendie. Il était bien calciné. Les dalles en béton avaient bien été chauffées. Et il y a eu un bureau d'études structure, je ne donnerai pas son nom, mais Savoyard, donc on peut y aller, c'est pas l'Isère, je plaisante, mais qui a écrit « Il ne faut pas refaire les planchers pour ne pas appliquer la réglementation parasismique ». Il ne l'a pas écrit comme ça, mais ça revenait à ça. « Il ne faut pas changer plus de 20% des planchers ». Voyez. Donc, pour obtenir la non-application d'une obligation réglementaire, on en arrivait au délire. J'ai fait rigoureusement le contraire. J'ai gagné le concours et on a fait un bâtiment parasismique qui est une annexe de la mairie. Mais très sincèrement, si vous rentrez dans une logique réglementaire de conformité de ceci, de cela, les gens vont dévier, vont tourner. Donc, abandonnez cette voie. Pour moi, le règlement, terminé, oublions-le complètement. On a dit que déjà c'était bien s'il était appliqué dans le 9. Le 9, bon, disons que ça marche. Ce qu'on pointe, et je te passe la parole après. Par contre, ce qu'on pointe là, c'est une volonté, une décision, on va dire, politique de décision. Mais je vous donne deux petits exemples. Maître d'œuvre, de faire quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire, mais c'est pas tellement ça le problème. C'est la crainte, j'ai cru comprendre, c'était si je commence à faire ça, à ce compte-là, le règlement m'oblige à le mettre aux normes. Non. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Je vais vous donner deux exemples. Des exemples d'écoles plus ou moins qu'on m'a soumis. Je l'ai dit, celle-là, quand même, vous pourriez faire un petit quelque chose. Sans compter que vous allez l'agrandir et que la partie neuve va être... Et la partie ancienne, c'est peut-être pas très difficile de faire le minimum pour que ce soit pas un château de cartes. Mais sans exiger une conformité. Et ça, il faut que ça soit effectivement du courage et de la responsabilité du maître d'ouvrage. Et dans le cadre de l'Eurocode, c'est prévu.
Quand on renforce un bâtiment, c'est une démarche volontaire du maître d'ouvrage. C'est lui qui dit « je veux que ». Vous voyez, sans aucune exigence de conformité. Deuxième exemple, dans le cadre des bâtiments de crise, on nous a demandé de regarder un certain nombre de gymnases. Vous voyez, des gymnases qui ont été construits dans les années 60, où il y a peut-être de quoi discuter, mais sur certains de ces gymnases, il y a des travaux de prévus où ils ont décidé d'enlever l'amiante du toit. Pour enlever l'amiante du toit, on va flanquer des échafaudages, des machins, des ceci, enfin, hein, et puis on va améliorer la thermique, et puis on va faire tout ce qu'on a pu voir. On a conseillé, mais bien que ça soit non réglementaire, profitez-en pour contrevanter le plan de la toiture et profitez-en pour conforter un plan vitré qui vous améliorera la chose. C'est pas de la mise en conformité. Vous profitez de travaux où vous avez payé l'échafaudage, la peinture, la grue, l'électricité, j'en passe et des meilleurs, pour mettre 3 diagonales en plus. Ce n'est absolument pas de la conformité. Vous avez aucune humiliation et la manière de le faire, il faut et il suffit que le maître d'ouvrage dit « je veux que ». Mais si le maître d'ouvrage il dit à un bureau d'études ou à un bureau de contrôle « je veux une conformité », ils s'en vont tous en courant s'ils sont responsables. Vous voyez, c'est là qu'est la nuance. Quand on dit à des gens « mettez des diagonales dans le plan de la couverture et contreventez une façade vitrée », vous ne lui posez pas la question des fondations. Vous voyez, c'est pas conforme. On n'a pas vérifié les fondations. On n'a pas les moyens parce qu'on n'a pas de plan, qu'on n'a rien, que ça va coûter une fortune d'aller regarder ce qu'il y a. Mais on a notablement amélioré la situation et on a beaucoup renforcé la résistance de ce gymnase. C'est tout. Voilà. Alors, Laurence, tu voulais pas intervenir? Non, c'est passé. Je sais pas. Pardon. Moi, j'ai l'impression que du coup, on est dans une espèce d'entre-deux en termes de doctrine, parce que effectivement, soit on est dans tout faire vraiment aux normes, c'est impossible, mais du coup, j'imagine, on est une collectivité, on se dit on refait une école, dit on va faire un truc, mais c'est pas validé par un bureau d'études. Enfin, ce que vous soulevez, moi j'entends bien on s'assoit, il suffit de décider, mais en fait, du coup, je trouve que ça pose deux questions, une question qui est en deux dimensions, c'est qui a les prises. Parce que dire attention, toutes nos écoles vont s'effondrer, etc. Oui, non, je sais bien que c'est pas ce que vous dites, mais il y a quand même un effet un peu de sidération quand on arrive sur le dossier, ce qui est mon cas, où on se dit quand même, c'est un peu. Et la question des prises, ce que vous offrez et ce que racontent les Suisses aussi, nous donne des prises pour faire des choses. Mais du coup, tu parlais de faire une feuille de route. Il y a la question de pouvoir dire à des maîtres d'ouvrage de tout type, qu'est-ce que vous pouvez faire assez simplement, pour quel coût, comment. Et du coup, il y a, je trouve, il me semble quand même un enjeu aussi de doctrine à l'échelle nationale. Et la question de la posture de l'État, parce que on sait bien que ça intervienne au travers des PPRS, on n'en a pas. Mais un support, il me semble que reporter la responsabilité, de dire à chaque collectivité territoriale, choisissez d'assumer, de dire vous ne faites pas tout aux normes parasismiques parce que vous ne pouvez pas, mais déjà il faut le dire, avoir des billes un peu techniques et puis éventuellement une réflexion à l'échelle nationale de quand on ne fait pas du parasismique, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et je trouvais les photos avec les tyrans là. Alors je connais rien en architecture, mais quand je vois ça, je me dis ça doit coûter un peu moins d'un bras, un peu moins cher que quand on fait des renforcements avec des fondations de dingue. Peut-être que si on arrive à faire un référentiel qu'on pourrait partager entre collectivités et qui pourrait être aussi discuté, travaillé avec les services techniques de l'État pour avoir une cohérence et un certain appui pour les collectivités pour mettre des choses en œuvre, ça pourrait être, je ne sais pas, utile. Oui, peut-être juste avant, j'aimerais rajouter un petit commentaire aussi sur la remarque de Marc Givry. Effectivement, le fait de profiter de synergie, c'est certainement une piste. Si vous prévoyez de rénover un bâtiment, pensez aux problèmes sismiques et puis essayez de l'améliorer. Nous, on l'a intégré justement dans le critère de proportionnalité, puisqu'on va comptabiliser les coûts. Effectivement, si les travaux sont faits en marge d'une rénovation, eh bien, on n'a pas besoin de compter l'installation de chantier, on n'a pas besoin de compter l'échafaudage, et ça rehausse en fait l'efficacité du système. Donc c'est certainement une bonne piste. Sur l'aspect de la normalisation et de la conformité aux normes sismiques, je pense qu'un point important de bien spécifier pour les non-spécialistes, c'est pas que vous êtes conforme au séisme, votre bâtiment ne s'effondre pas,
vous avez un facteur de conformité, disons, de 0,8, 80%, votre bâtiment s'effondre à coup sûr. C'est pas ça. C'est que même si vous êtes à 0,25, c'est pas sûr que le bâtiment s'effondre. La probabilité d'effondrement est plus élevée que celle qu'on accepte sur un bâtiment neuf. Et on ne va pas le faire sur un bâtiment neuf parce que ça ne coûte rien. Mais même 0,25, vous n'êtes pas sûr que le bâtiment est par terre. Donc il faut aussi voir que ce n'est pas noir-blanc. Il y a une transition, et le fait d'avoir une école qui a un facteur de conformité après intervention de 0,6, ben c'est nettement mieux que 0,25. Et puis, vous n'avez pas fait quelque chose pour rien, dans le sens où vous n'êtes pas arrivé aux normes, et puis que vous allez quand même subir un effondrement. Je pense que c'est important de voir cette différence. Mais du coup, simplement pour... Pardon, une seconde. Simplement pour compléter, enfin moi je trouve que cette approche pragmatique qui est développée, du coup, si on vous écoute, et puis qui est aussi développée par la ville de Grenoble sur les diagnostics des bâtiments de gestion de crise, c'est une approche qui est très intéressante et que du coup on a envie de pousser. Après, simplement parce que cette approche-là, elle permet de réduire la vulnérabilité en disant j'étais sur un bâtiment qui allait s'effondrer, demain il permettra peut-être aux gens qui étaient dedans d'évacuer avant qu'il s'effondre. Et ça, du coup, je veux dire, pour nous, c'est déjà essentiel. Voilà. Et donc, c'est une approche qu'on a envie d'accompagner. Alors, je vous donne la parole tout de suite, mais j'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des... On rentre un peu dans le technique pour que les gens aient une idée claire. Est-ce qu'il y a par exemple, des seuils de type d'intervention sur le bâtiment qui font que là, on rentre dans le réglementaire mise aux normes obligatoires. Je pensais quand on touche aux éléments structuraux et qui donc le conseil serait conforté sans toucher à ces éléments-là. Dans la réglementation française, je peux tout à fait te répondre, et c'est mon exemple. Tant que vous ne touchez pas 30% des planchers, vous ne faites rien. C'est tout. Voilà. Tu vois. Donc, tu as un bâtiment existant, si tu ne modifies pas 30%, ce qui est déjà assez consistant, tu ne fais rien. Et la réponse de mon bureau d'études sur le bâtiment cramé, c'était ne touchez pas 30% des planchers, bien que les dalles étaient cramées. Tu comprends ? On revient au même système. On a mis à 30% une guillotine où c'est tout ou rien. Donc, je veux dire, si on est sur un bâtiment qui n'a pas été endommagé, il y a de quoi faire sans être obligé de le mettre aux normes. Dans tous les cas, presque tous les cas de figure en France, on peut ne rien faire. Monsieur. Raymond Avrier. Ma remarque ou question se résumera à PPP. Prévention pour les personnes, parce que ce qui nous importe, c'est les personnes. Et le dernier P, c'est le préfet. En situation de crise, on est encore dans une république, dans un État, pour quelques mois, espérons pour quelques années. Le représentant de l'État dans le département, c'est lui qui est responsable de l'organisation des secours. C'est donc lui qui est aussi responsable du contrôle de l'état des bâtiments essentiels pour la gestion des risques. Et il ne suffit pas que le préfet dise à chaque commune de faire son PCS et son DICRIM. Il faut aussi que soit organisée une planification, donc un recensement. Est-ce qu'on ne peut pas, dans un premier temps, mettre en place, et qui en a la responsabilité, à notre sens, c'est le préfet, un recensement des bâtiments supports de gestion de crise, à commencer par les bâtiments sous la responsabilité du préfet, même si ce n'est pas lui qui dirige le SDIS, même si c'est quand même lui qui dirige la police et les services de secours, même si ce n'est pas lui qui est chargé de l'ARS, c'est quand même lui qui est chargé de ça. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un plan de recensement des bâtiments supports de gestion de crise, incluant, j'ai bien aimé la remarque, heureusement, sur les écoles et les bâtiments, gymnases et autres, servant au secours, et puis la question des ponts, la question de la circulation des secours. De telle sorte qu'ensuite, ça rejoint la remarque de Marc Givry, une fois qu'on a fait ce recensement de manière partenariale, tous compris,
c'est pas le préfet tout seul, c'est le préfet, les communes, etc. On met en place de manière partenariale la planification des travaux à faire les uns après les autres. Et là, on peut se dispenser, puisqu'on a l'État en train de disparaître, puisque les préfets ont la possibilité de déroger à la réglementation dans un plan avec les services préfectoraux pour mettre en place des dispositifs tels que ceux proposés par Max Givry ou par les collègues suisses, en s'inspirant des collègues suisses. On a un plan qui est partenarial et qui retrouve les financements et les autorisations pour être mis en place. Et on en profite pour mettre en place ce qui n'est pas mis en place en Isère, qui est mis en place en Savoie. C'est un plan particulier de protection des risques sismiques et un plan Orsec sismique. Si j'ai bien compris, il n'y en a pas en Isère. Beaucoup de questions dans l'intervention. Non, bah, du coup, donc je pense que le maître mot de ce que vous avez dit, et ce que je retiendrai, moi, en tout cas, ce que je retiendrai de ce que vous avez dit, c'est le mot partenariat. Voilà. En fait, sur cette... et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la démarche qui a été lancée par la ville de Grenoble, c'est qu'effectivement, en tout cas, l'idée qu'on s'en fait, nous, c'est d'arriver à construire une feuille de route commune, et que du coup, ça veut dire qu'on s'inscrit sur du temps long, et que dans ce temps long, voilà, on a identifié des actions qui vont être l'État, qui vont être les collectivités, qui vont être du coup des particuliers sur de la culture du risque. Et pour moi, c'est ça, la meilleure réponse que je peux vous apporter, c'est celle-ci. Il y a un dispositif Orsec sur le département de l'Isère qui est un tout petit volet sismique, un tout petit volet, qui est effectivement... et c'est pour ça que du coup, on a commencé à essayer de travailler sur le point qui est essentiel pour nous dans le dispositif Orsec, qui est les déplacements. Voilà. Parce que du coup... Et en fait, à partir du moment où on aura des réponses sur les déplacements, du coup, le SDIS pourra commencer à essayer de travailler sur le déploiement des moyens, l'ARS aussi. On pourra essayer d'évaluer le volume de gravats qu'il faut évacuer pour rétablir les axes de communication, etc., etc. Et donc, en fait, on a considéré que nous, ça, c'était vraiment le point prioritaire. Et on le fait... et ça, du coup, c'est simplement l'État qui anime les discussions et qui le fait avec un bureau d'études, mais avec l'ensemble des gestionnaires de voirie, parce que du coup, il y a des voies qui sont concédées à AREA, il y a des voies qui sont gestionnaires État, mais il y a des voies qui sont métropolitaines, départementales. Et donc, on a effectivement le besoin de le faire avec multi-partenarial et multi-acteurs, quoi. Voilà. Donc on est dans cette démarche-là, en commençant par les infrastructures de voirie et quelque part en espérant que ce soit la porte ouverte derrière pour décliner sur le temps long. Mais est-ce qu'il y a moyen de se donner un peu des perspectives, un agenda de ces deuxième phases, troisième phases sur les bâtiments, ainsi de suite, ou est-ce que c'est prématuré ? Alors du coup, sur les bâtiments, on peut être sur une approche qui se fait en parallèle, comme celle qui est initiée à Grenoble, où du coup, finalement, la ville avance déjà. Il peut y avoir le sujet au niveau de la métropole, avec les bâtiments métropolitains, avec les communes qui sont à côté. Après, sur les itinéraires de secours, nous, on aura des premiers rendus d'études en fin d'année. Et après, il faudra que ça débouche sur des travaux de renforcement des ouvrages, parce qu'on a déjà identifié quelques points noirs sur l'agglomération, et du coup, il faudra, entre guillemets, sanctuariser les points stratégiques, les points de passage obligés. Ceux-là, il faudra essayer de les renforcer parce qu'on ne peut pas les contourner. Si on a un séisme qui se passe du coup plutôt sur le Nord-Isère, on sait que là, finalement, vu la configuration des lieux, on pourra... trouver un itinéraire qui est circulable. Quand on est sur l'agglomération, là, on a des ouvrages d'art partout, et donc il faut sans doute sanctuariser quelques itinéraires. Il y a des questions ? Oui, c'est un peu scolaire, mais je vous demanderai de me faire signe avec la main, sinon je ne vois pas. Ouais. Donc Gilles Kunz, toujours grenoblois, mais il y a une vingtaine d'années, j'étais élu aussi.
Et je voulais donner un exemple de mise aux normes qui a été obligatoire. C'est quand on a réhabilité la Maison de la Culture. Il a fallu effectivement passer par une mise aux normes qui a augmenté le coût au moins 20%. Je dis ça au doigt mouillé, mais c'était à peu près ça, puisqu'il a fallu mettre une centaine de micro-pieux à l'intérieur du bâtiment, etc. Alors peut-être qu'on dépassait les 30% de plancher dont parlait M. Givry. Peut-être que vous avez participé à cette étude, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ça a été obligatoire et ce n'était pas une option. Mais c'est un peu une histoire qui s'est mal emmanchée. Je suis tout à fait neutre dans la Maison de la Culture. Mais en un mot, on a massacré la Maison de la Culture en rajoutant un balcon qui n'existait pas, qui n'est pas du tout le côté historique du bâtiment. Et par contamination, ils ont dépassé les seuils qui ont amené à faire tout. Voyez. Mais ça, c'est une erreur de programme au démarrage, où ils seraient restés dans le volume existant en faisant juste de la modernisation de l'éclairage et de la moquette, ils n'auraient pas eu ce problème. Mais arrêter de faire tourner le théâtre en rond et rajouter un balcon, c'est ça qui a basculé le seuil et qui, par contamination, a amené... Mais ça, ils ne s'en étaient pas rendu compte au démarrage et ils l'ont découvert qu'au milieu du chantier, ce qui n'a pas amélioré les choses. Et très sincèrement, j'étais ravi de ne pas avoir participé à ce truc. Voilà. Donc c'est pas un très très bon exemple. Oui, excusez-moi, je reprends encore la parole, mais c'est vrai que sur le sujet de la reconstruction et de la vulnérabilité, on en a parlé avec M. Givry à midi, c'est vrai que sur le fond, on peut que être d'accord, quoi. Il faut le faire. Moi, la seule chose, honnêtement, et je rejoins sur les exemples qui ont été donnés. Quand il s'agit de refaire les écoles, et pour la mairie, ça a été pareil, on a en face de nous un architecte, un bureau d'études, une réglementation qui nous dit de faire comme ça. Et que mettre aux normes, en gros, il fallait raser l'école et c'était le seul moyen. Moi, je renvoie un peu la balle, c'est-à-dire qu'on dit que c'est de la volonté politique, certes, mais il fallait avoir moi, si on nous avait expliqué, il suffit de mettre un tirant, il y en a pour 100 000 euros, on était financé à 80% parce que c'était le cas, à aucun moment on aurait dit, eh ben non, on ne le fait pas. Et moi, je renvoie un peu la balle sur le côté scientifique, sur le côté, voilà, un peu tout le monde, c'est qu'à un moment, il faut aussi prendre l'habitude d'aller un peu sur le terrain. C'est-à-dire que nous, au TEI, on a vu passer des tas de scientifiques qui nous ont demandé des tas de choses. Je le disais, on est venu un jour nous poser des drapeaux tous les 100 mètres le long de la route, et puis il nous a fallu un mois pour comprendre, savoir ce qui se passait en fait. Et personne n'était venu nous expliquer. C'était juste une mesure d'onde, mais tout le monde s'inquiétait, qu'est-ce qui se passe ? Et je pense que ça, il faut aussi, dans le retour d'expérience, voilà, et la culture, c'est aussi quand on sait des choses, il faut aller l'expliquer localement. Parce que, encore une fois, l'exposé que vous avez fait, on l'aurait eu il y a 1 an et demi, parce que c'est à ce moment-là qu'on aurait eu besoin de l'information. Sans doute qu'on aurait vu les choses autrement. Donc, après, le TEI, c'est une chose, mais c'est partout pareil. Je crois qu'il va falloir que vous travailliez peut-être à former les architectes à un moment, et je pense que vous le faites, mais parce qu'à ce moment, vous avez dit qu'on a essayé de prendre rendez-vous avec le CAUE qui n'ont pas répondu, et c'est là que c'est grave, effectivement, parce que honnêtement, il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, on nous aurait dit il suffit de mettre des tirants, il y en a pour 200-300 000 euros, c'est sûr que ça se faisait. Voilà, donc c'est une occasion ratée, c'est dommage. Ça, c'est sur le fond, quoi. Après, sur la forme, voilà, le maire réagit mal, mais franchement, humainement, on sort de quelque chose de compliqué, on montre une photo avec voilà une école qui est aux normes, voilà une école qui l'est pas, et voilà ce que vous allez faire, c'est le mettre aussi devant une responsabilité dans 10 ans, dans 100 ans, dans je sais pas quand, voilà l'école, quoi. Et c'est une bombe, voilà, je vous le dis, dans la commune, on lance ça, c'est une bombe. Donc qu'on vienne l'expliquer tranquillement, et comme on va le faire, et même si je crains que ce soit un peu tard, parce que en gros le mal est fait, entre guillemets, les écoles sont refaites, la dernière est terminée là au mois de juin, la mairie, le permis est quasiment déposé. Donc voilà, après voilà, c'est sur la forme, je le redis, et puis après voilà, c'est fini. Voilà, le maire a très mal réagi, il n'a pas dormi parce que voilà, c'est quelqu'un de simple. Et à un moment, il voyait, voilà, moi, on me dit voilà avant, voilà après, et donc après on voit une école ébouler, c'est pas évident, quoi. Voilà. C'est tout, ouais. Simplement pour partager, enfin moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites parce que c'est vrai que sur le risque sismique, quand on commence à vouloir l'appréhender, on a l'impression que c'est titanesque, qu'on comprend absolument rien au spectre de réponses qui sont présentées, etc.
Et il y a un vrai enjeu à vulgariser et avoir une petite boîte à outils simple pour dire, enfin voilà, je veux faire des travaux, j'ai pas d'obligation réglementaire. Par contre, comme j'ai pas d'obligation réglementaire, quelque part, ma responsabilité, on pourra jamais venir la chercher si je fais des petits travaux qui permettent de réduire la vulnérabilité. Et ça, en fait, on a rarement des gens qui viennent nous le présenter comme ça. Et on est toujours face à un mur de la connaissance qu'on n'arrive pas à franchir parce que c'est vraiment quand même réservé à des sachants, quoi. Et c'est ça qui est compliqué à appréhender. Oui. Vas-y Marc, après. Non, je voudrais juste donner un petit complément, d'aller dans votre sens. J'étais au Teil comme volontaire pour les diagnostics d'urgence post-sismique. Et à ce moment-là, j'ai passé un coup de téléphone au CAUE de l'Ardèche. Okay, et je leur ai dit, le CAUE 74, en 2010, au moment de la nouvelle réglementation, m'avait demandé de venir faire un topo pour les architectes, pour dédramatiser les normes sismiques pour les architectes et raconter des choses simples et compréhensibles. J'ai proposé au CAUE de faire bénévolement la même chose au Teil. Okay. Le CAUE m'a répondu « Ah non, ça ne nous concerne pas, c'est ceci, on va faire un plan partenarial avec l'État, on va faire machin, on va faire truc. » Donc ça, effectivement, il y a une occasion ratée. Hein. C'est sûr qu'on aurait eu cette présentation, cette discussion, vous n'en serez pas là. Si tous les architectes qui travaillent pour la ville du Teil, ils avaient participé à une demi-journée comme tout le personnel de la ville de Grenoble, ils auraient 3 idées sur la question. Et ça se passerait peut-être un petit peu différemment. Autre chose, je continue tant que je suis sur le sujet. J'ai consulté en préparant mon topo sur le retour d'expérience du Teil les urbanistes qui ont fait le plan ensemblier et je leur ai demandé, il y a eu un microzonage ? Ils ne savaient pas ce que c'était. Vous voyez, le mot n'est pas connu au Teil. C'est vraiment dommage. Prenez pas, surtout pas ça pour un reproche contre vous, c'est plutôt un reproche contre tous les gens qui devraient communiquer sur ce genre de choses. C'est un reproche contre la communauté scientifique qui n'est pas capable d'expliquer simplement ce qu'est un microzonage. Et on ne fait pas de microzonage au Teil après un séisme dans la commune la plus instrumentée de France. Pour moi, je tombe à la renverse. Et on fait des plans d'urbanisme au Teil sans savoir ce que veut dire le mot microzonage. Mais ne le prenez surtout pas, et j'espère qu'on vous ferez passer le message. Il n'y a aucune acrimonie contre la mairie du Teil. C'est surtout pas un reproche, ça serait un reproche indirect pour toutes les autorités qui ont défilé chez vous, des préfets, des ministres, des spécialistes, des machins, et il n'y en a pas un seul qui a dit qu'il faudrait faire un microzonage alors qu'il savait qu'il fallait virer des gymnases, et il n'y en a pas un seul qui a dit on va en profiter, bien que ça ne soit pas obligatoire, pour faire une opération exemplaire de confortement des écoles. L'État pouvait bien balancer quelques centaines de milliers d'euros au Teil pour faire des opérations exemplaires sur les bâtiments publics. Ça ne va pas ruiner l'État de faire des trucs comme ça. Ça ne se fait pas en France. C'est plutôt là-dessus qui me semble qu'il y a un gros. Et il y a effectivement un déficit pédagogique, mais qui est un petit peu généralisé. Et c'était aussi la réponse que l'on trouve en Colombie ou au Mexique, alors que le Mexique, on fait énormément de boulot. Dans leur réponse sur les derniers désastres, où on va renforcer le renforcement des bâtiments existants, on va renforcer la simplification pédagogique de la présentation des choses pour que ça soit très facile à comprendre pour tout le monde comment on peut renforcer un immeuble à Mexico. Ça a été un des premiers points qui est sorti des retours. Et c'est sûr qu'en France, mais il y a un défaut de communication absolument énorme. Alors, on sait balancer des cycles, des DICRIM, des machins, des GEMAPI, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens, mais expliquer quelque chose qu'un collégien pourrait comprendre, ben ça, on le fait pas. Ça, c'est vrai. Mais c'est un complément. Je voudrais juste préciser ma position. Moi, je suis un architecte libéral. Je fabrique ma croûte. Je ne suis pas payé par EDF, le CEA ou l'administration. Donc, j'ai un côté messianique, mais il ne faut pas pousser non plus. Ce n'est pas moi qui vais sauver l'État. Sincèrement, j'espère qu'il se sauvera tout seul. Je plaisante, bien sûr. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. En fait, moi, je voulais intervenir sur plusieurs points. Alors, tout d'abord, sur cette liste en fait de bâtiments qui seraient utiles à la gestion de crise.
En fait, ça, c'est un sujet qui date d'il y a très très longtemps, parce qu'il y a de nombreuses années, à l'époque, Nelly Olin, qui était ministre de l'écologie, avait lancé une circulaire ministérielle au niveau des préfets pour faire justement cette liste. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup de retours. Donc déjà, ça, c'est un sujet qui est vraiment ancien et qui n'est pas si facile finalement à faire. Ensuite, je peux témoigner en fait de l'approche dans le 06 qui maintenant, depuis quelques années, la préfecture a un chargé de mission spécifique sur le sujet du risque sismique et essaye de coordonner des actions sur ce sujet-là et notamment des actions de formation. Alors, quand on a mis en place les PPR, on a notamment fait pas mal de formations auprès des architectes du 06 pour qu'ils comprennent les enjeux de ce PPR et comment l'utiliser. Donc, en fait, le fait d'avoir un chargé de mission comme ça, c'est quand même vachement utile. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que le nombre d'intervenants, enfin, le nombre de personnes à qui il faut parler pour pouvoir faire des études sur le risque de différentes natures, que ce soit, je veux dire, les objets de différentes natures, comme les hôpitaux, c'est une gestion particulière. Après, il y a les S10, effectivement, c'est autre chose. Les gendarmes, c'est autre chose aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup d'intervenants à réunir. Et ça aussi, ça peut se faire que sous l'égide de la préfecture. Donc voilà, donc je veux dire que dans le 06, depuis un certain temps, il y a cette espèce de plan séisme 06 qui a été mis en place, qui a été en fait mis en place parce que le ministère a un petit peu insisté, suite à plusieurs audits sur le risque sismique dans le 06, qui montraient que depuis les études de GEMGEP et de Rescue de 2004-2005, il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient été faites. Et maintenant, on va dire depuis 2017, on commence à voir des choses apparaître. Donc effectivement, la temporalité est assez importante dans ce domaine-là. Là, on voit un rôle quelque part moteur, initiateur de l'État à ce niveau-là. Ça a été le cas dans les années 2013-2015, si je ne me trompe pas, Marc, puisqu'il y avait ce plan séisme national avec des déclinaisons régionales. Lesquelles déclinaisons régionales, pour avoir participé avec l'Adréal et puis toi aussi à la version Rhône-Alpes, portaient beaucoup. Alors, sur la sensibilisation des particuliers, des pétitionnaires, c'est une chose, mais sur la formation des professionnels, des architectes et des ingénieurs des bureaux de contrôle, ainsi de suite, c'était le moment d'arrivée des Eurocodes, donc il y avait un petit peu un changement de référentiel. Mais quelque part, on voit que pour impulser de manière un petit peu coordonnée des informations même simples, on a besoin finalement d'une certaine, d'un peu de la grosse cavalerie pour que tout le monde ait la même info au même moment, quoi. Non, mais le TEI, c'était l'occasion, disons, un peu en or, même à titre pédagogique, très sincèrement. Faire un micro, il serait peut-être temps de rattraper le coup, mais j'espère qu'il y aura un jour un microzonage au TEI, non, et si vous voulez effectivement divulguer, faire de la culture du risque, faites un microzonage, présentez-le, amenez de la matière, très sincèrement. Non, mais le TEI, d'accord, mais pour que ça profite à toutes les... Finalement, le TEI n'est pas la seule commune en zone sismique. Non, mais déjà, autant faire des opérations exemplaires, parce que si on attend qu'il y ait un grand plan coordonné de formation, on l'aura jamais, celui-là. Mais justement, alors moi tout à l'heure quand vous avez dit faire de la culture du risque quand on ne fait pas le minimum, j'avoue que je bois un peu du petit lait parce que le truc sur la culture du risque, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine et 20 ans que j'entends parler de la culture du risque, et évidemment on aimerait bien que les gens sachent plein de choses et se comportent toujours bien et au mieux, mais les gens ont une vie et nous on a un tropisme sur le risque qui fait qu'on ne voit qu'un bout et voilà. Donc du coup je trouve que c'est très compliqué cette question de la culture du risque, même si on est tous pour. En vrai, il y a beaucoup de bullshit. Et je trouvais je trouve que du coup, ça ouvre une idée. C'est-à-dire que si on part sur l'idée de se dire on peut faire des petits confortements intermédiaires avec des techniques assez simples qui peuvent se mettre en place, qu'on pourrait assumer de rendre visibles. Quand dans une école, on fait un renforcement en mettant des tiges, ça peut être juste simplement l'occasion d'expliquer à des enfants pourquoi on le fait, comment on le fait. Si nos infrastructures de déplacement, il va falloir les conforter, c'est pareil. En fait, chaque action pourrait être l'occasion de faire de la culture du risque, mais c'est pas ce que vous devez savoir, ce que vous devriez faire si jamais ça arrive un jour. On donne des prises, on montre des choses. Enfin, on peut aussi le prendre dans ce sens-là, en fait. S'appuyer sur des petites actions simples pour expliciter, partager une connaissance et que ça fasse boule de neige. Quelque part, que les tyrans et les croisillons soient les repères de crue du sismique.
cadre du TEI avec vos services. J'ai eu des discussions quand même très, très intéressantes. Et il y avait eu une proposition dans les échanges qui était sortie de faire un pavillon témoin du confortement parasismique. Dans le domaine de l'énergie, toutes les maisons de l'énergie ont fait des espèces de pavillons témoins avec il serait assez facile au TEI, et je pense qu'ils essaient de le faire à Lourdes à l'heure actuelle, d'avoir un pavillon témoin dans lequel on met toutes les techniques de confortement. Un petit bout de fibre de carbone, 3 bouts de tirant, un petit voile machin. Et c'est pas très très difficile de faire des choses dans ce genre. Une baraque à retaper et on l'exploite. Une seconde, juste un petit point logistique. On n'est pas tout à fait dans l'horaire qui était prévu sur le programme. Donc, au niveau logistique, vous me faites un signe sur 5 minutes. OK. Alors justement, j'aimerais rajouter, sur la base de tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec, il y a certainement aussi un besoin de formation au niveau technique des ingénieurs, parce qu'il faut aussi vous rendre compte que le fait de traiter un bâtiment existant, même si ce n'est pas évident intuitivement, c'est logique, c'est beaucoup plus compliqué qu'un bâtiment neuf. Et le fait d'intégrer des ancrages dans les murs pour éviter justement le renversement hors plan, c'est pas évident à calculer l'efficacité d'un tel renforcement. Donc c'est souvent aussi pour ça que les ingénieurs, vous faire des voiles en béton qui coûtent 100 000 euros chacun, c'est pas un problème de les calculer. Par contre, de faire quelque chose de plus léger, avec des fibres de carbone, avec des ancrages, là non plus c'est pas totalement intuitif, mais c'est extrêmement compliqué à prendre en compte dans nos calculs pour qu'on puisse vous montrer quel est finalement le gain au niveau du renforcement. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a une sorte de frontière où on ne va pas forcément vers des solutions plus légères parce qu'on ne sait pas tellement comment les prendre en compte. Donc il y a un besoin de formation, on l'a aussi chez nous complètement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle encore? Non, j'en vois pas. Sur scène. Oui, monsieur Arroyer. Si personne ne veut intervenir, je me permets de faire une remarque en remerciement aux organisateurs, dont les personnes qui sont chargées de la recherche, de l'enseignement à l'université, parce qu'on a un potentiel phénoménal de connaissances reconnues internationalement à Grenoble, dans tout un tas de domaines, dont celui des risques naturels, qui sont sous-utilisés localement, départementalement, régionalement. Et c'est la même chose dans le domaine de l'eau, l'université, dans le domaine de l'énergie, entendu sciences dures et sciences économiques, sociales et autres. Et donc, d'avoir ce type de coopération, de partenariat, comme c'était dit tout à l'heure, entre l'université, le potentiel de notre recherche, payée par, en principe, jusqu'à présent, un peu et beaucoup par l'État, de notre potentiel national que nous avons à Grenoble, de l'utiliser dans un intérêt social, dans un intérêt général, c'est quand même assez génial. Donc ce type de rencontre est à maintenir, et je pense que l'idée d'un recensement, de pousser un recensement qui serait utile en termes de recherche comme en termes d'efficacité collective, une planification, mettre en place un projet de ce type serait source de financement y compris. Alors merci pour les félicitations que je transmets. Juste vous dire que cette articulation entre un réseau scientifique, décisionnaire, donc élu sur les territoires, et techniciens, qu'ils soient publics ou privés, ça fait partie d'une émission du Pôle alpin dans le cadre financé par les deux régions Aura et Sud PACA avec l'État sous la bannière de l'ANCT. Et c'est dans le cadre de la Convention interrégionale de massif des Alpes. Il y a cette animation de réseau, donc des séminaires, ce qu'on veut. Il y a des programmes de recherche qui sont financés. Donc Cispalp Warm, donc, que vous a présenté Philippe Guéguin tout à l'heure, était un exemple de ces projets. Et vous avez les territoires alpins de gestion intégrée des risques naturels.
Par exemple, la Grenoble Métropole fait partie. Et donc, c'est aussi des cadres structurants et de financement. Donc, on ne part pas de zéro, mais on voit bien qu'on peut aller plus loin et que c'est dans ce cadre-là qu'on peut imaginer des actions partenariales facilement montables, finançables, ainsi de suite. Je pense que l'avantage, en tout cas ce que j'ai entendu cet après-midi à la table ronde, c'est qu'il y a de quoi faire sans se mettre dans la cage des 30% de plancher. Il y a on peut faire. L'État est preneur et a engagé une responsabilité, une action dans ce sens-là pour essayer de planifier les stratégies et les priorités pour faire ça. On a l'exemple suisse qui nous montre qu'on peut faire ça en bon gestionnaire et sans forcément satelliser tous les budgets. Voilà. Donc après, il y a un peu d'espoir quand même. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut en rester sur cette note positive après ces images chocs. Merci à tous. Merci aux participants de la table ronde. On va juste conclure avec Monsieur Bach, juste un petit mot pour conclure cette journée. Merci à toutes et tous, merci aux intervenantes et aux intervenants aujourd'hui. L'adaptation est une valeur clé de notre temps et j'en fais la preuve aujourd'hui en remplaçant en excusant tout d'abord l'absence du directeur général des services de la ville de Grenoble, Emmanuel Roued, qui devait conclure cet entretien. Donc je m'adapte et j'ai bricolé une conclusion pour vous, pour vos oreilles qui n'attendent que cela. Et je présente mes excuses évidemment à nos amis helvètes dans la salle pour cette entrave typiquement française à la bonne ponctualité. Donc on finira donc en retard. On l'a vu, le risque sismique, c'est un impensé grenoblois. Alors pas seulement grenoblois, peut-être français, évidemment, on peut en débattre, mais en tout cas, très clairement, c'est un impensé grenoblois, dont l'histoire de Grenoble, du territoire grenoblois, est surtout marquée par l'histoire des inondations. Donc là où on avance assez vite, assez bien, notamment en pleine coopération avec les services de l'État sur la question de l'inondation, là on voit qu'il y a encore tout un champ à défricher, à labourer, à cultiver et j'espère un jour récolter. On l'a vu, le microzonage à Nice a commencé, il a été livré en 2007 et le plan de prévention du risque sismique a eu lieu en 2019. Donc il s'est passé environ une douzaine d'années entre un microzonage et un plan de prévention de réduction sismique. Et voilà, donc espérons qu'on puisse aller plus rapidement. On note bien que un PPRS ne concerne que les nouvelles constructions, d'après ce que j'ai bien compris. Donc en fait, pour tout l'existant, c'est-à-dire l'écrasante majorité des bâtiments, il est relativement inopérant. Donc il faut regarder ailleurs. Alors, qu'est-ce que l'on fait une fois que l'on sait ? Ça, c'est la grande question qui se pose, évidemment, aux techniciennes, aux techniciens, mais bien évidemment aux élus qui sont redevables devant la population de leur action ou de leur inaction. Alors, c'est une question qui est obsédante, je ne vous le cache pas, quand on est élu, mais c'est important que nous observions en pleine lucidité l'état des connaissances en la matière. Pour cela, il faut savoir questionner l'existant, les habitudes qui ont été prises, l'héritage aussi, beaucoup. Il faut savoir se laisser interpeller aussi, même si parfois ce n'est pas très agréable, mais c'est important de l'accueillir sur toutes les constructions et les rénovations récentes. Je le dis très clairement, c'est aussi pour nos amis du Teil, nous, la ville de Grenoble, tout le mandat précédent, c'est près de 40 millions d'euros qui ont été investis dans des constructions et des rénovations d'écoles. Et effectivement, quand on accueille le message que effectivement, le risque sismique n'a pas été intégré dans cela, évidemment, là, on fléchit un genou et on sourcille un peu, mais c'est la réalité, donc il faut savoir l'aborder avec la meilleure acceptation possible et voir qu'est-ce que l'on peut rectifier dans la foulée. Il s'agit de poursuivre la collaboration avec tous les acteurs et les actrices locales, que ce soit dans la gestion de crise, on l'a vu ce matin, que ce soit dans la réduction de la vulnérabilité. Et on l'a vu que la résilience territoriale, c'est une question d'échelle. Alors, on n'a pas parlé de la sphère domestique, très peu aujourd'hui, pas. Voilà, ça commence dans le noyau familial, bien entendu, que ce soit dans la sécurisation des maisons, des copropriétés aussi. On l'a peu abordé, on a surtout parlé des bâtiments publics et pas du parc privé, qui est l'écrasante majorité du bâti à la ville de Grenoble. À la ville de Grenoble, on a mis en place un plan familial de mise en sûreté, donc ça participe de la culture du risque. Ça ne concerne pas strictement les séismes, mais ça fait partie de la culture du risque. Bref, je mets cette sphère domestique de côté, même si elle est très importante.
Il y a la sphère communale. Alors on en a parlé, effectivement, les communes, elles sont plus ou moins bien outillées, ça dépend souvent de leur taille et du degré de technicité qu'il y a en interne, pour faire des plans communaux de sauvegarde qui sont plus ou moins opérants, même si on l'a vu, effectivement, que ce soit au Teil ou à Grenoble, la question sismique, c'est généralement la dernière fiche que l'on cultive. La sphère intercommunale aussi. Alors elle est très mobilisée, notamment sur la question de l'inondation. La métropole fait un travail admirable avec les services de l'État là-dessus. Il restera à faire toutes ces questions de micro-zonage, je ne vois pas comment cela ne pourrait pas ne pas venir influencer, pour ne pas dire percuter, un plan local d'urbanisme intercommunal. Mais en tout cas, c'est des questions qu'il va falloir se poser, les élus et les techniciennes et techniciens. Et la sphère nationale, par la question de la réglementation, même si on l'a vu qu'il y a des réglementations qui sont surdimensionnées. En tout cas, viser une mise en conformité parasismique, c'est apparemment totalement démesuré, donc inapplicable, donc inappliqué. Donc il y a peut-être d'autres chemins à faire. Et donc ne pas rester dans la question de la conformité à la réglementation, mais probablement que la réglementation pourrait aussi évaluer pour avoir des stades intermédiaires qui pourraient être poussés aussi dans les nouvelles constructions et aussi dans les rénovations. La sphère nationale nous aide aussi en termes d'apport en ingénierie. On a vu que beaucoup de communes, alors certaines, les grosses communes, peuvent avoir beaucoup de techniciennes, de techniciens, mais l'écrasante majorité des communes en France sont des toutes petites communes, n'ont pas forcément la technicité et ont besoin d'un appui, et cet appui ne peut être que national si l'on veut avoir une certaine égalité sur le territoire. La mobilisation académique, le monde de la recherche, on voit ici, on a la chance à Grenoble, c'est quand même une chance d'avoir quand même à domicile, si je puis dire, beaucoup de têtes bien faites, beaucoup de laboratoires et beaucoup de bonnes volontés qui sont prêtes à contribuer aussi et à nourrir la décision. Ça, c'est vraiment une belle chance qu'il faut savoir mesurer. Moi, je la mesure, je l'apprécie énormément. C'est pas forcément le cas partout. Et une sensibilisation du monde économique. On n'en a pas beaucoup parlé, même si c'était un peu en filigrane, sur la question des bureaux d'études, des architectes, le monde du BTP. Probablement, s'il y avait un guide méthodologique du territoire sur le confortement des bâtiments, je pense qu'il y aurait une technicité professionnelle qui serait plus accessible aussi pour répondre justement aux besoins domestiques, donc les maisons, les copropriétés. S'il y avait je ne dirais pas des solutions, mais des réponses techniques à un coût modeste qui pourrait être mobilisé dans le cadre des rénovations, et il y en a énormément, notamment des rénovations thermiques sur le territoire. On sait que la question de l'adaptation au dérèglement climatique est un enjeu fondamental, et si on pouvait le coupler avec un confortement du bâti, et si cela pouvait s'appuyer sur une technicité locale, là, je pense qu'il y a aussi pardonnez-moi l'expression, des opportunités économiques pour ce monde. Je ne suis pas représentant du BTP, bien sûr, mais je crois que dans un territoire, on parlait bien de partenariat, tout le monde a intérêt à ce qu'on travaille toutes et tous ensemble. Donc c'est une question, tout cela, le risque sismique n'est pas une question seulement technique. Alors j'ai beaucoup aimé c'est pas des fonctions de transfert, c'était j'ai oublié le terme. Voilà, on m'a un peu perdu par là. Je suis pas de ce monde-là. C'est très intéressant, mais c'est très technique. Mais je crois que c'est aussi une question qui est politique. Elle est politique. On a parlé effectivement d'interpellation politique des élus des Alpes-Maritimes qui écrivent aussi, à qui de droit, j'ai entendu, pour pouvoir avoir des prises en compte, en tout cas réglementaires, de la question sismique. Mais la réponse des collectivités à cela, elle est aussi, il faut le savoir, ayons clairement cela en tête, et notamment quand on doit faire des choix budgétaires. À Grenoble, on a beaucoup fait sur la question de l'adaptation au dérèglement climatique, donc le confort thermique, la qualité de l'air, l'accessibilité, des choses qui sont éminemment vertueuses, tout le monde en conviendra. Mais quand on fait ces choix, ils sont déjà forts, et quand on doit intégrer en plus la question sismique, c'est des choix budgétaires encore plus forts, même s'ils sont minimes, mais vous savez, 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup. Et donc les collectivités territoriales qui subissent aussi, je tiens à le dire ici, c'est l'élu qui parle, je suis élu, donc j'ai le droit de le dire, une austérité qui est imposée aux collectivités territoriales depuis de longues années, et qui est un cadre financier qui bride fortement l'innovation en la matière et la prise de risque. Voilà, donc, et toutes les collectivités ne sont pas égales devant la question financière. Enfin, pour conclure, parce que j'ai déjà été trop long, comme d'habitude, un tremblement de terre, généralement, cela méconnaît les limites communales. Un tremblement de terre, ça ne reconnaît pas les compétences des institutions,
les lois, les règlements, les bisbilles politiques, tout cela, le tremblement de terre, il s'en fiche éperdument, il n'a pas de conscience, il est tout simplement. Et là, pour cela, un territoire, pour qu'il puisse résister à cela, c'est l'ensemble des forces vives de ce territoire qui doivent travailler en bonne intelligence et en bonne coopération. Donc pour terminer, un seul mot, au travail.